Jusqu'à récemment, le chapitre des Crimson Fist était au bord de l'extinction. Leur forteresse monastère avait été détruite, et la plupart d'entre eux étaient morts lorsque la Oise Nagrod avait attaqué leur planète chapitrale. Cependant, les Crimson Fist ne capitulèrent pas et endurèrent les coups du sort avec un stoïcisme qui est entré dans la légende. Nés à l'aube de la deuxième fondation, les Crimson Fist appartiennent à la lignée de Rogaldorn. Et à l'instar de leur primarque, ils ont un caractère draconien, mais restent capables de faire preuve de tempérance lorsque les circonstances l'exigent. Après leur création qui faisait suite à l'hérésie d'Horus, ils partirent à travers les étoiles se forger leur propre destinée. Et au cours des 10 millénaires qui suivirent, ils se sont taillés une réputation à la fois de dignes héritiers de Dorn et de stricts adhérents au Codex Astartes. Même s'ils proviennent d'un chapitre errant opérant depuis une flotte stellaire, les Crimson Fist sont devenus les défenseurs attitrés du secteur Loki dans le segmentum d'Empestus. Cette zone a toujours grouillé d'empires orques, et même s'ils ont été régulièrement décimés et repoussés au fil des siècles, les peaux vertes finirent par avoir leur revanche. Ce fut d'ailleurs au cours de cette terrible invasion que la véritable personnalité des Crimson Fist fut révélée au grand jour, alors que leur chapitre connaissait ses heures les plus sombres. Suite au succès des Crimson Fist pendant la croisade Voltigern, les hauts seigneurs de Terra leur avaient accordé des droits féodaux sur le monde de Rhin. Opérant depuis leur forteresse monastère récemment achevée sur cette planète, les Crimson Fist lancèrent une campagne brutale d'annihilation des orques dans tout le secteur Loki. Les plus gros empires de ces Xénos furent fragmentés en centaines de bandes rivales qui n'avaient plus les capacités de menacer le secteur. Pourtant, à la fin du 41e millénaire, le seigneur de guerre orque Snagrod, l'archipyromane de Caradon, parvint à rassembler une immense oie qui unit à nouveau les factions disparates aux abords du secteur Loki. Le maître de chapitre Pedro Cantor rappela ses forces sur le monde de Rhin pour organiser la défense au sol, pendant que l'armada de vaisseaux des Crimson Fist, jusqu'alors invaincus en combat spatial, se postait en orbite pour faire barrage aux orques. L'échelle de la marée verte était sans précédent dans le secteur, comparable en ampleur à celles qui se sont abattues sur Armageddon. En face, les défenses étaient organisées à la hâte. Le temps et les hommes manquaient cruellement. Les orques étaient à l'initiative et avaient l'avantage du nombre, mais l'espoir subsistait, car l'expertise des Crimson Fist face à ces Xénos n'était plus à démontrer. À travers ces nombreux affrontements avec les peaux vertes, le maître de chapitre Pedro Cantor avait appris à ne jamais sous-estimer leur intelligence. Mais il apprit ce jour-là qu'il était plus dangereux encore de sous-estimer la stupidité dont il pouvait faire preuve. En l'espace d'un battement de cœur, l'immense flotte de guerre de Snagrod surgit de l'immatérium entre le barrage spatial des Crimson Fist et la planète qu'ils défendaient. Si bien que les navires de guerre impériaux se retrouvèrent dos à l'ennemi et que les troupes au sol n'étaient pas prêtes pour un assaut aussi soudain. Aucun amiral impérial n'aurait osé ordonner un saut warp aussi proche d'une planète comme Rhin, conscient que la force gravitationnelle générée par un tel astre rendrait ces vaisseaux absolument incontrôlables et que la majeure partie, si ce n'est la totalité de sa flotte, avait de grandes chances d'être détruite lors de son entrée dans l'espace réel. Seul un orque pouvait faire d'un pari aussi insensé son plan de bataille, ou bien se montrer capable de mobiliser la technologie requise pour un tel saut warp sans être conscient des risques associés à celui-ci. Que Snagrod ait agi en connaissance de cause ou non, son pari s'avéra gagnant.
Les vaisseaux impériaux réagirent promptement et se battirent jusqu'au bout, mais ils n'avaient aucune chance de remporter une bataille spatiale aussi mal engagée. Et même les épaves des vaisseaux orques détruits suite au saut warp finiraient fatalement par s'écraser à la surface de Rin, comme autant de missiles à longue portée lancés à pleine puissance. Les défenses au sol du chapitre tentèrent d'endiguer les vagues inexorables de rocs, de croiseurs et de bombardiers qui s'abattaient sur Rin. C'est alors qu'au pire moment, une tragédie se produisit lorsque le système de guidage d'un missile sol-espace subit une avarie catastrophique, provoquant son explosion au cœur même de la forteresse monastère des Crimson Fist. Le missile pénétra les boucliers Void et les murs blindés avant de détonner au beau milieu de l'immense dépôt de munitions de l'édifice. La forteresse monastère et la montagne qui l'abritait furent vaporisées en un instant. 6 compagnies au complet, soit plus de la moitié du chapitre, furent tuées sur le coup. Seule une poignée de Space Marines, qui se trouvaient alors dans les défenses extérieures, dont le maître de chapitre Pedro Cantor avait échappé à l'explosion. Les rares survivants parvinrent à se frayer un chemin à travers les étendues infestées d'orques, jusqu'à atteindre la capitale assiégée de Nouvelle-Rhin. Ils y rejoignirent les quelques compagnies ayant réchappé à la catastrophe. Elles étaient démoralisées, même si la vue de leur maître de chapitre leur rendit quelque espoir. Le siège de la Nouvelle-Rhin allait durer 18 mois, mais grâce au commandement inspiré de Pedro Cantor et au sacrifice héroïque de dizaines de Crimson Fist, l'Imperium finit par remporter une victoire qui semblait pourtant impossible. Les vagues d'orques s'abattaient les unes après les autres sur les lignes de Cantor. Cependant, les Space Marines tinrent bon. D'innombrables peaux vertes furent abattues par les bolts ou brûlées vifs par les langues de Prométhium. Lorsque les Crimson Fist tombèrent finalement à court de munitions, les peaux vertes périrent sous les coups d'épées tronçonneuses, de lames de combat et de poings gantés de céramite. Les orques se battaient du mieux qu'ils le pouvaient, pourtant les Crimson Fist ne reculaient pas. Face à des guerriers aussi irascibles, les troupes de Snagrod ne parvinrent jamais à conquérir la Nouvelle-Rhin. Elles furent finalement chassées de cet astre, laissant les Crimson Fist blessés mais invaincus. Après les pertes subies sur le monde de Rin, les Crimson Fist étaient en danger d'extinction. Leur futur dépendait uniquement d'une poignée de Space Marines, et leur maître de chapitre décida que leur vie ne pouvait être gaspillée dans la poursuite d'une vengeance visant uniquement à laver leur orgueil. Même si au fond de lui, il désirait ardemment faire payer les orques qui avaient mis son chapitre à genoux. Au lieu de cela, Pedro Cantor consacra tous ses efforts au recrutement de nombreux néophytes sur Rin et dans tout le secteur Loki, sans pour autant précipiter ce processus. Les attaques ultérieures de Xenos furent accueillies avec détermination. Le chapitre, qui se distinguait alors par un déploiement élevé d'escouades de scouts fraîchement recrutés, appuyés par des vétérans ayant survécu au siège de Rin, parvint péniblement à restaurer la moitié de son effectif initial. Mais l'ouverture de la Grande Faille et les assauts incessants de démons sur Rin menaçaient d'anéantir tous les efforts de Pedro Cantor. Les compagnies poursuivaient la lutte, mais voyaient leurs effectifs fondre lentement. La croisade Indomitus arriva à point nommé en orbite de Rin, amenant plus que des renforts aux Crimson Fist. Elle leur promettait un avenir, car toute une génération de Crimson Fist Primaris sortit des soutes du cargo de l'Archmagos Call. Un nouveau jour sacré a depuis été ajouté au calendrier des Crimson Fist, le jour du renouveau, qui marque la venue de la croisade Indomitus.
Chaque année, les Crimson Fist renouvellent leur serment ce jour-là d'honorer leur dette envers Robot Guilliman.